Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo spéciale Halloween. C'est parti, générique. Avant de commencer quoi que ce soit, oui, il me manque des ongles, croyez-moi, ça me stresse autant que vous. L'histoire d'aujourd'hui aurait très bien pu se retrouver dans la vidéo de la semaine dernière puisque c'est une histoire vraie, étrange et mystérieuse. Nous allons parler de la bête du Gévaudan. Quand j'étais petite, je crois que cette histoire me fascinait autant qu'elle me faisait peur, j'y pensais tout le temps. Et je me souviens que je me posais les mêmes questions que je me pose aujourd'hui. Pour ma part, j'ai connu cette histoire suite à un voyage scolaire que j'ai fait en CM1 en Lozère. Comment vous dire que tout mon voyage s'est déroulé avec la peur au ventre, puisque je savais que j'étais là où se déroulaient 2 siècles auparavant ces mystérieuses attaques de bêtes sauvages. Mais bon, nous retournerons sur ce sujet à la fin de la vidéo, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la bête du Gévaudan, la voici. Notre histoire se déroule au pays du Gévaudan qui est maintenant devenu le département de la Lozère en France. La première victime connue de la bête date du 30 juin 1764. C'était une jeune fille de 14 ans qui s'appelait Jeanne Boulet. Elle aurait été tuée et dévorée par la bête. Mais est-ce que c'était réellement sa première victime? Ça, on n'en est pas sûr à 100%. Car plusieurs témoignages pourraient nous laisser comprendre que la bête aurait commencé à attaquer avant ce 30 juin 1764. Des attaques de bêtes sauvages auraient déjà été aperçues autour de la Lozère. Pendant 3 ans, d'autres personnes vont malheureusement vivre ce qu'a vécu Jeanne Boulet. Il y a de plus en plus d'attaques et les habitants n'osent même plus sortir de chez eux par peur de tomber sur cette bête. Certaines des victimes ont réussi à survivre, quant aux autres, ils sont décédés des suites de leurs blessures. Les paysans ont alors décidé d'organiser une grande battue dans la forêt pour essayer de trouver et tuer la bête. Mais ça ne marchera pas, tout simplement car ils ne l'ont jamais trouvée. Plusieurs très bons chasseurs seront alors appelés pour essayer d'abattre la bête, mais tous échoueront. Puis c'est au tour d'une troupe de soldats de se porter volontaire pour chasser la bête. Cette troupe de soldats s'appelait les Dragons et ils appartenaient au comte Clermont-Prince. Avec eux, d'autres chasseurs et habitants décident de participer aux recherches. En février 1765, c'est plus de 30 000 personnes qui recherchent la bête en même temps. C'est la plus grande battue au monde organisée pour un animal, même à l'heure d'aujourd'hui. Mais malgré tous les efforts déployés, ce sera un échec. Ils vont tout de même réussir à tuer quelques loups, mais ce n'est pas la bête, puisque les attaques vont continuer. En juin 1765, une équipe de chasseurs dirigée par François-Antoine, envoyée par le roi Louis XV lui-même, puisque oui, entre-temps l'affaire avait fait tellement de bruit que le roi avait fini par en entendre parler, et c'est là où il aurait décidé d'envoyer cette équipe de chasseurs, avec pour seul ordre d'abattre cette bête. Le 20 septembre 1765, ils réussiront à tuer un gros loup, et lorsqu'ils demanderont aux survivants s'ils reconnaissaient là la bête, la plupart diront que oui, c'était bien elle, c'était la bête. C'est à ce moment-là que les autorités ont décidé de classer l'affaire en affirmant que la bête avait été tuée. Cette bête serait enterrée dans le parc de Versailles et y serait encore certainement aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est encore une fois pas la bête du Gévaudan, puisque les attaques continuent et de plus belle jusqu'en 1767. Puisqu'il y avait de plus en plus de victimes et que les autorités ne faisaient plus rien, les habitants ont décidé de recommencer la chasse eux-mêmes. C'est un homme du village, le marquis d'Abché, âgé de 19 ans à l'époque, qui s'est chargé de tout gérer. Il va organiser plusieurs chasses, mais avec beaucoup moins de moyens qu'ils avaient 2 ans auparavant avec les soldats. D'ailleurs, la plupart de ces chasses ne vont rien donner. La bête va une dernière fois attaquer le 17 juin 1767. J'ai l'oreille bouchée, c'est pour ça que j'ai du mal à articuler, donc excusez-moi. C'était une femme qui s'appelait Jeanne Bastide. C'est elle qui est aujourd'hui représentée sur la statue du Gévaudan. Et oui, la première et la dernière victime de la bête s'appellent toutes les deux Jeanne. Pour le coup, c'est juste une énorme coïncidence. Ce fut sa dernière victime, car après cette attaque, les villageois ont décidé de refaire une battue qui cette fois-ci va marcher. Un paysan nommé Jean Chastel va réussir à abattre la bête. Et cette fois-ci ça a réellement marché, puisqu'à partir de juin 1767, il n'y a plus jamais eu d'attaque de bêtes sauvages. De juin 1764 à juin 1767, la bête aurait fait entre 88 et 124 victimes. Dans ces victimes, on y compte 18 morts confirmés, et dans ces 18 morts, on aurait retrouvé 6 des corps décapités. La plupart du temps, les victimes de la bête étaient des femmes ou des enfants. Mais certains hommes se sont également fait attaquer, ils auraient apparemment eu plus de facilité à se défendre. Maintenant que vous connaissez l'histoire, on peut passer à ma partie préférée, les théories. Il faut savoir qu'à l'époque, les habitants de cette religion étaient très catholiques et très spirituels. C'est pourquoi il l'a nommée la bête. Il pensait que cette chose était un démon tout droit sorti des enfers. Certains avaient même des croyances païennes puisqu'ils pensaient que la bête était un loup-garou, voire un sorcier qui se changeait en loup. Et d'autres encore pensaient que Jean Chastel, celui qui a tué la bête un peu trop facilement à leur goût, était connu pour venir d'une famille qui était des meneurs de loups. En gros, les gens pensaient que sa famille était des sorciers qui pouvaient communiquer avec des loups. Pour eux, Jean Chastel aurait dressé la bête pour tuer le plus d'humains possible, pour ensuite
ensuite l'abattre de ses propres mains et se faire passer pour un héros. Comme vous le voyez, il y avait beaucoup de théories sur la bête à cette époque. En même temps, il faut dire que cette bête était décrite par les survivants comme étant un énorme loup de couleur fauve ou sable avec des grands crocs, une raie noire sur le dos ou encore une tache blanche sur le ventre. Elle aurait été très souvent aperçue sur deux pattes et avait un regard qui pouvait glacer le sang de n'importe qui. Au fur et à mesure des années, plusieurs personnes ont analysé cette histoire, les documents et les témoignages de l'époque. Il y a donc des théories un peu plus rationnelles. Par exemple, il pourrait tout simplement s'agir d'une meute de loups extrêmement sauvage et extrêmement agressif. Mais bon, avant les attaques, il y avait déjà des loups et ils n'avaient jamais eu de problème. En plus, les habitants savaient à quoi ressemblait un loup, et pour eux, ce n'en était pas un, c'était autre chose. En plus, le loup est un animal assez craintif et il n'existe que de très rares cas d'attaque de loup contre les humains. C'est vraiment extrêmement rare, pas impossible, mais très rare. Un loup ne marche pas sur deux pattes. Et pour finir avec la théorie du loup, vous vous souvenez des corps retrouvés décapités? Eh bien, un loup aurait apparemment pas assez de puissance dans la mâchoire pour réussir à décapiter un humain. D'autres chercheurs pensent que ça pourrait être un ours. Là, ça pourrait coller puisque la bête a été aperçue plusieurs fois sur deux pattes. Un ours a des grands crocs, mais un ours en soi, si tu vas pas l'embêter, il t'attaque pas comme ça. Et enfin, ma théorie préférée, c'est celle du tueur en série. Cette théorie dit que ce serait un humain qui porterait une peau de bête, d'ours ou de loup, qui tuait toutes ces personnes. Même si quand j'étais petite, j'étais persuadée que c'était un loup-garou, et que pour moi, il n'y avait aucun doute, c'était un loup-garou, je pense qu'aujourd'hui, la version à laquelle je crois, c'est celle du tueur en série, car remontez un petit peu dans la vidéo, souvenez-vous, un loup ne marche pas sur deux pattes, un humain, oui, et la plupart des victimes, c'était des femmes et des enfants, et les femmes étaient d'ailleurs très souvent retrouvées dénudées. Quand la bête s'en prenait aux hommes, c'était un peu comme des dommages collatéraux. C'était pendant les chasses, comme si c'était pas réellement aux hommes qu'elle voulait s'en prendre. Et on sait que généralement les tueurs en série ont une catégorie de victimes, donc pourquoi pas les Jeannes, hein, parce qu'il y a pas mal de Jeannes quand même dans ces victimes, hein, on va pas se mentir. Parce que pour les théories des habitants, elles sont pas assez rationnelles, et même si j'ai 21 ans, je crois que ça me fait encore un petit peu peur. Et les autres théories qui viennent des chercheurs, ben la plupart ne marchent pas. Pour le loup, il y a beaucoup de faits qui prouvent que ça n'en était pas un. Pour l'ours, ça collerait un peu plus, mais il y a quand même des faits que je ne vous ai pas mis dans cette vidéo qui prouvent encore une fois que l'ours c'est pas vraiment une piste à suivre. Mais malgré tout, celle du tueur en série, on pourrait aussi la contredire. Puisque même s'il portait une peau de bête avec la tête de la bête, comment il aurait pu laisser des blessures similaires à une mâchoire d'animal sans que ce soit réellement lui qui fasse le croc? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'exprime très mal. Cette histoire est vraiment mystérieuse puisqu'on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Et je crois que c'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'elle laisse planer le mystère sur les loups-garous malgré tout, hein, vous avez envie d'y croire aussi, vous êtes comme moi, hein. Une de mes séries préférées c'est Teen Wolf, donc forcément j'ai envie de croire que c'était un loup-garou. En plus, en parlant de Teen Wolf, pour ceux qui ont déjà vu la série, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous vous souvenez de la statue de la bête du Gévaudan qui représente Jeanne Bastide en train d'embrocher la bête? Bah Teen Wolf s'est déjà énormément inspiré de l'histoire de la bête du Gévaudan pour une des dernières saisons, et dans cette saison ils se sont inspirés de la statue et ont reproduit quasiment la même scène que représentait cette statue. Et la première fois que j'ai vu cette série, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais trop fan. Donc voilà pour cette histoire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quelle est votre théorie préférée, ou celle en laquelle vous croyez. Mais la vidéo n'est pas finie, puisque je vais vous raconter mes anecdotes / ressentis du voyage que j'ai pu faire en Lozère quand j'étais petite. C'était pas folichon. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, quand j'étais en CM1, j'ai fait un voyage scolaire en Lozère. Et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête des profs, mais ils ont décidé de nous raconter la légende avant de partir en voyage scolaire, alors qu'on avait tous entre 8-9 ans. Donc comment vous dire que le voyage s'est déroulé pour tout le monde dans la terreur. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire avant de faire ce voyage. Et juste avant de faire ce fameux voyage, je suis partie chez ma grand-mère, on était en train de manger avec ma soeur, je sais pas pourquoi on regardait la météo, et à la fin de la météo, la dame dit « Passez une très bonne soirée en regardant le super reportage de la bête du Gévaudan ». J'ai regardé ma soeur, elle m'a regardé, on était choqués. Jamais on avait entendu parler de cette histoire et comme par hasard 2 jours avant de partir, ça en parle à la télé. Non mais je vous jure, à l'époque j'avais peur de tout. Donc j'étais vraiment pas du tout rassurée de faire ce voyage. On avait fait un petit cahier comme ça où on avait noté des trucs.
en rapport avec le voyage. J'ai du coup tout fait pour le retrouver pour pouvoir faire cette vidéo en me disant il y a forcément des trucs qui parlent de la bête du Gévaudan à l'intérieur. Et en fait il y a des pages arrachées, du coup je pense que j'ai tout simplement arraché les pages qui parlaient de la bête du Gévaudan parce que ça me faisait vraiment peur. Quand je vous dis j'étais obsédée par cette histoire, j'en étais vraiment obsédée. Après ce voyage, je faisais que dire à ma mère j'ai peur de dormir dans le noir, il y a un loup-garou qui va venir m'attaquer, je voulais pas rentrer toute seule de l'école alors que l'école était à 10 mètres de chez moi. Vraiment cette histoire m'a traumatisée, j'y croyais dur comme fer. Pour moi les loups-garous existaient, c'était répandu partout. On a eu la chance d'aller voir cette fameuse statue de la bête du Gévaudan. J'ai malheureusement pas retrouvé la photo, mais je me souviens que cette photo était extrêmement drôle puisque juste avant que je la fasse, une amie m'avait dit imagine la bête elle se réveille de la statue et elle t'attaque. Et vu que j'avais 8 ans et je croyais en tout, ben je me pissais dessus sur la photo. Genre vraiment ma tête représentait la peur. Donc on avait fait des activités, je crois que j'ai un planning, voilà. Et le mardi après-midi, l'activité c'était orientation. On était répartis en plusieurs groupes et chaque groupe avait un adulte. Pas de bol, je suis tombée dans le seul groupe où il n'y avait pas d'adulte. La forêt était quand même sécurisée, il y avait plein de balises pour qu'on puisse se repérer et tout. Mais ils ont décidé qu'on partirait toute seule pour faire cette course d'orientation. J'ai hurlé et pleuré tout le long. J'en étais à un point où je voulais casser la boussole pour récupérer la petite flèche en argent pour si jamais le loup-garou il arrive, mais pas que je le pique. Vraiment j'étais matrixée par cette histoire. Et je crois que j'avais tellement hurlé et pleuré que j'avais fait paniquer une pote à moi qui était dans le même groupe que moi et qui elle aussi s'était mise à pleurer. Mais en fait j'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête que on était dans les mêmes endroits où il y a des gens qui se sont fait décapiter, des gens qui se sont fait tuer, tout ça. Parce que j'avais conscience que c'était à la fois une légende et une histoire vraie, enfin qu'une partie de l'histoire était vraie, c'est juste que la conclusion on ne l'a pas. Et tout ça j'en avais conscience. C'était très bizarre parce que j'avais beau avoir 8-9 ans, j'arrivais pas à m'enlever cette image de cadavre dans la forêt. J'avais l'impression d'aller tomber sur un cadavre, sur un loup-garou, sur tout ce que tu veux, mais pas quelque chose de positif. Le lendemain, on a eu course d'orientation, j'ai fait un scandale pour ne pas y participer, même avec un adulte. Du coup, je suis restée dans le bâtiment. Et la dernière petite anecdote, c'est que pendant ce voyage, ils ont décidé de nous faire une balade nocturne. En soi, c'était une bonne idée, c'était pour nous faire découvrir le monde de la nuit, pour qu'on ait un peu moins peur du noir, tout ça, parce que vraiment, tout le voyage, tout le monde à un moment s'était mis à pleurer, tout le monde avait fait un scandale, avait peur, nanani. Parce que même si on avait peur, entre nous, on se racontait des histoires qui faisaient encore plus peur que celle de la bête du Gévaudan. Du coup il y avait une ambiance assez spéciale. Et ils ont donc décidé de nous faire cette sortie. Et cette sortie est très drôle. Parce que juste avant, ils nous ont fait remplir une fiche où il y a marqué « Écris 3 mots qui représentent tes sensations si tu étais seule dans la nuit ». Et j'ai écrit « Peur, je crie, je me tue ». J'étais vraiment une drama queen à l'époque. Vous voyez à quel point j'étais traumatisée? Ils nous ont dit de faire un dessin pour représenter la nuit. De base, j'avais fait un arbre, la lune et un buisson, sauf que ça me faisait trop peur. Du coup, j'ai mis 3 milliards d'étoiles sur mon dessin. Et un petit nounours et un petit canard parce que je trouvais que ça me rassurait. Bien évidemment, pendant le feu de camp, c'était des histoires d'horreur à gogo. Je suis rentrée en pleurs et en rentrant, il fallait terminer d'écrire cette fiche. La question a été, écris de nouveau 3 mots sur tes sensations après la nuit. Et j'ai marqué bizarre, je pleure, cœur bat à 1000 à l'heure. Juste regardez comment j'ai écrit l'heure. Et vous foutez pas de ma gueule, je suis dyslexique, ok? C'était pas grand chose, mais c'était juste pour que la vidéo dure un peu plus longtemps, car l'histoire de la bête du Gévaudan est quand même assez rapide à raconter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!